Et salut à tous. Je vous avais promis une vidéo où j'allais parler tout de suite du photovoltaïque, donc de l'énergie solaire. Donc là, on va parler de surdimensionnement. Comment on dimensionne une installation solaire? Alors, comme je dis toujours, ça dépend de la personne, ça dépend de l'utilisation. Voilà. Il y a des gens qui vont vouloir utiliser des micro-ondes, des machines à laver, des cafetières, tout un tas d'appareils. Et d'autres, ils vont être un peu plus limités. Ils vont pas vouloir forcément laver leur linge dans un lave-linge. Ils vont pas forcément faire du café avec de l'électricité, mais avec du gaz ou du bois même. Euh, Ça, c'est toujours pareil. C'est tout dépend ce qu'on consomme. Le choix est large par rapport à un individu ou un autre. Ça, je ne peux pas vous définir. Euh, je ne vais pas vous dire voilà, il vous faut tant de panneaux, tant de. Non, ça dépend de vous en fait. Donc, alors, ce qu'il faut tenir compte déjà sur une installation solaire, c'est il faut garder à l'esprit qu'il faut toujours penser à surdimensionner une installation en tout point de vue. Déjà, quand on parle d'une installation solaire, donc qu'est-ce que c'est une installation solaire? Ben, c'est vague. C'est-à-dire, souvent, elle se compose de quatre éléments. Donc, on a un générateur, donc un générateur solaire, un module photovoltaïque, un accumulateur, parce qu'une batterie, ce n'est pas un générateur, mais un accumulateur d'énergie. Donc, on ne peut pas dire une batterie génère de l'énergie, non, elle restitue de l'énergie, parce que son terme exact, c'est juste une réserve d'énergie, c'est tout, et qui est parfois pas très stable. Ça dépend de la technologie de batterie. Donc, vous avez ça, vous avez donc le panneau solaire, le régulateur de charge pour canaliser l'énergie du panneau solaire et l'adapter à une batterie spécifique, avec des algorithmes de charge adaptés parfaitement ou pas. Tout dépend le type de chargeur que vous allez utiliser. On va aborder le sujet aussi là-dessus. Il y a pas mal de possibilités aussi. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de bonnes possibilités. Il y a beaucoup de chargeurs, si vous voulez, qui sont pas chers, qui ne sont pas ben voilà, on va en venir en détail. Donc ça, c'est le deuxième élément, le régulateur de charge, qui est un chargeur. Le troisième élément, ça va être la batterie, puisque là, c'est là où on va stocker l'énergie. Et on peut s'arrêter là, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser des appareils qui sont, par exemple, on va prendre l'exemple d'une batterie 12 volts. Donc vous allez prendre un panneau solaire qui fait une vingtaine de volts. Le régulateur de charge, lui, il va amener cette tension à une tension de à peu près 14,4 volts à 25 degrés, parce que la température, elle vient prendre aussi, faut la prendre en compte, vous verrez pourquoi. Et là, on va obtenir un algorithme de charge qui est parfaitement adapté à une batterie 12 volts. Et là, on peut s'arrêter là, c'est-à-dire qu'à partir de cette batterie 12 volts, on a le choix de s'arrêter là et de se dire, voilà, je vais utiliser des petits moteurs, des petites lampes, des ventilateurs, peu importe, des télés, en 12 volts. C'est un choix. Après, où on va vouloir un peu plus de confort, on va vouloir utiliser un onduleur. Alors un onduleur, un convertisseur, c'est un convertisseur qui transforme le courant continu en courant alternatif 230 volts, comme chez monsieur et madame tout le monde, sous une fréquence de 50 Hz. Et là, on va pouvoir alimenter divers appareils comme de la télé, de la cafetière, du frigo, voilà, divers appareils qu'on peut trouver à la maison. Donc là, voilà, ça c'est les quatre éléments principaux, je dirais. Donc un panneau solaire, un régulateur de charge, une batterie et un onduleur. Voilà. Donc ça, c'est ce qui compose une installation solaire classique. Après, il va y avoir les choix. Donc, c'est-à-dire, vous allez acheter un onduleur. Là, ce que je vais commencer à vous donner des conseils. N'achetez pas n'importe quoi. Euh, Mettez un peu plus, ils sont un petit peu plus chers, mais choisissez un onduleur pur sinus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pur sinus pour ceux qui ne connaissent pas? Ben, en fait, c'est qu'on va avoir la sinusoïdale, donc le courant alternatif, une courbe qui est parfaitement lisse, qui est parfaitement propre, et comme chez votre fournisseur d'énergie actuel, par exemple, si vous êtes encore, ou encore en urbanisation, j'avais envie de dire, en ville, quoi. Voilà. Donc ça c'est l'élément à savoir, c'est éviter les onduleurs qui sont quasi sinus ou sinus modifiés. Clairement,
si vous allez brancher un appareil électronique dessus, un chargeur de téléphone même, parce que c'est électronique, c'est des petits convertisseurs électroniques qu'il y a, ou un transfo qui est un convertisseur aussi, c'est des aliments à découpage, on appelle ça, que vous avez dans vos télévisions ou par exemple, un transfo d'ordinateur portable, et diverses choses qui sont pas mal bourrées d'électronique aujourd'hui. Donc évitez les quasi-sinus ou les sinus modifiés, qui envoient du signal carré en fait à vos appareils. Vous allez l'entendre d'ailleurs, il va y avoir des parasites. Et là, vous allez détériorer votre matériel, clairement. Donc ceux-là, faut les éviter. Faut les éviter. Alors pourquoi ils existent? Pour tout ce qui est inductance, c'est-à-dire pour une ampoule à filament, pas de problème. Bon, personne n'utilise ampoule à filament aujourd'hui. Pour un radiateur électrique à résistance sans électronique, pas de problème. Pour ces choses-là, ça va. Par contre, après, dès qu'on va vouloir démarrer un moteur, un compresseur ou même un frigo, il va y avoir des problèmes parce que les facteurs de puissance de ces appareils-là, il n'est pas bon du tout. Bon, je ne vais pas m'éparpiller là-dessus. Donc, gardez à l'esprit qu'il faut choisir un pur sinus, quelle que soit la marque que vous allez utiliser, en fonction de votre budget. Ça fera le taf. Ça va durer plus ou moins longtemps, tout dépend de la marque que vous choisissez. Donc là, on va parler de dimensionnement du coup. Si vous allez être sûr que vous allez utiliser un appareil qui fait 2500 watts, ben, prenez un onduleur qui fait 4000. Prenez pas un onduleur qui fait 2500, parce que ça veut dire que vous allez l'exploiter au maximum, votre onduleur qui fait 2500, parce que vous allez avoir un appareil qui fait 2500 watts. Donc, et souvent, pas tous les fournisseurs ou les constructeurs vont vous dire, voilà, l'onduleur fait 2500, mais vous avez rien de plus. Ça veut rien dire, il fait 2500. Oui, mais à quelle température? S'il fait 40 degrés là où il y a l'onduleur, évitez de tirer 2500 watts dessus s'il fait 2500 watts max, enfin, ou nominal. Parce que souvent, cette puissance-là, elle a tendance à être donnée pour 25 degrés. C'est la norme. 25 degrés, c'est la norme pour tout. Voilà. Sauf que vous avez des constructeurs qui vont vous détailler. C'est-à-dire, vous allez avoir un onduleur qui fait 2500 watts à 25 degrés. Par contre, dès qu'il fait 30 degrés, il fait plus 2500 watts. Il va délivrer que 2000. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des pertes avec la chaleur qui va faire que les composants vont surchauffer, ils vont perdre en rendement et ils vont s'abîmer. Il va y avoir un emballement thermique et puis ça va cramer le truc, quoi. Donc là, voilà. Ça, il faut toujours surdimensionner une installation. Surtout au niveau des batteries aussi. Il faut penser à bien dimensionner euh, votre parc batterie. Donc ça, je vous donnerai des exemples plus en détail quand on fera le tour de mon installation personnelle. Je vous ferai voir comment je l'ai installé. Au niveau des panneaux solaires aussi, c'est bien de surdimensionner votre champ photovoltaïque parce que là, c'est pareil. Vous allez avoir, par exemple, on revient sur les 2500 watts que vous allez utiliser. Vous avez votre appareil qui fait 2500 watts, c'est l'appareil le plus gros que vous avez chez vous et vous allez vous penser à celui-ci. Ben, n'installez pas que 2500 watts de panneau. Pareil, essayez de doubler. Alors je sais, c'est pas le même prix, mais si vous pouvez, faites-le. Sinon, votre installation ne va pas durer longtemps. Je vais vous dire pourquoi. Euh, Lorsque, par exemple, vous avez un appareil qui fait 2500 watts et que vous avez derrière le double en panneau solaire, donc on va dire 5000 watts, pour faire un chiffre rond, ce qui va être génial, c'est que lorsqu'il va faire soleil, comme ça, là, vous allez alimenter votre appareil qui fait 2500 watts, mais derrière, vous allez charger vos batteries en même temps aussi. Alors là, vous faites du stockage d'énergie, mais aussi de l'autoconsommation à ce moment-là, parce que vous n'allez pas perturber la charge de vos batteries, parce que vous allez toujours avoir 2500 watts disponibles, tout en alimentant votre appareil qui en consomme déjà 2005. Et les 2500 watts restants disponibles des panneaux vont pouvoir recharger vos batteries. Et du coup, éviter de perturber le cycle de charge aussi. De ne pas faire en sorte de, par exemple, vous êtes en pleine charge de batterie, vous allumez cet appareil et là vous avez la tension de la batterie qui s'écroule et vous êtes en train de prendre dans la batterie parce que ben, les panneaux en fait ils n'arrivent pas ou alors ils alimentent tout juste votre appareil et puis vous arrêtez la charge de vos batteries. Alors ça marche, hein, ça fonctionne, hein, mais bah, c'est pas le top du top, je dirais, parce que au contraire, nous on veut continuer de charger nos batteries, surtout en hiver où les jours sont pas très longs. Donc là, il faut pouvoir continuer et ne pas interrompre une charge en fait, le mieux possible. Et là, bah, c'est génial parce que si vous ne le faites pas, de ne pas interrompre une charge,
vous avez la possibilité de continuer à charger vos batteries, ben, c'est vraiment le top parce que ben, vous n'allez pas perdre de temps et vous allez avoir une charge qui est constante et déjà les batteries elles vont apprécier aussi. Voilà. Éviter les courants trop forts aussi. Donc là, c'est pareil. Pour éviter les courants trop forts, il faut se référer à la capacité que peut délivrer une batterie, restituée, je dirais plutôt. Et ça, il faut se référer à la fiche technique de la batterie que vous achetez. Par exemple, je vous dis un chiffre à la volée, vous avez une batterie de 100 ampères-heure, et le constructeur vous dit maximum, vous pourrez en tirer allez, 40 ampères dessus. Je dis un chiffre au hasard, hein. Je n'ai pas les mots là. Eh bien, faites en sorte de ne pas y aller à ces 40 ampères. Essayez de rester au quart, au moins au quart de ce que peut délivrer la batterie. Donc pour ça, il faut surdimensionner le parc de vos batteries pour diviser les puissances consommées et d'équilibrer en fait, de former un gros parc de batteries pour éviter de décharger trop fort vos batteries. Donc d'être bien en dessous de ce que peut délivrer la batterie. Ça, donc de décharger doucement une batterie et de la charger doucement, vous allez la faire durer plus longtemps. Déjà ça. Et aussi de faire en sorte de ne pas les décharger beaucoup. Alors, comment faire? Ben, c'est simple, avoir un gros pare batterie, encore une fois. Donc donc calculez bien votre installation. Vous faites attention aux kits que vous achetez tout faits. Parce que ces kits-là, justement, souvent, ils sont bien, hein, ces kits, hein, ça fonctionne très bien. Mais ils ont tendance un petit peu à gonfler un peu les chiffres, les constructeurs, là, les fournisseurs, à vous dire oui, vous pouvez alimenter votre télé, votre machine, votre frigo, votre ci, votre là. Non, c'est bien, ça marche, hein, mais n'écoutez pas en entier ce qu'ils vous disent. Parce que ben, vous allez surexploiter votre matériel. Parce qu'eux, ils vous vendent du matériel qui est pas surdimensionné, hein. Il est capable de le faire, mais vous allez l'exploiter à fond, votre matériel. Ou proche de à fond. Donc du coup, vous allez forcément l'user plus vite. Et si vous voulez quelque chose qui dure longtemps, ben, c'est pas de cette façon-là que vous allez le faire. Donc du coup, soit vous achetez un kit tout fait, mais vous prenez un kit qui est fait pour tant d'appareils, mais vous savez que vous allez mettre même pas le quart de ce qu'on vous préconise. À ce moment-là, c'est super, vous avez un kit qui est surdimensionné. Soit vous le faites vous-même. Vous le faites vous-même, je sais pas moi, vous savez que vous allez consommer 2 kilowatts par jour. Ben, vous essayez de tripler, cette production, cette consommation en production. Donc vous mettez un parc batterie qui en fait le triple. Voilà, comme ça, vous allez décharger qu'au quart vos batteries. Donc, bon, là, je rentre pas trop dans les détails, hein. Il y a des détails vraiment plus pointus où on fera une vidéo dédiée avec tous les appareils, comment on contrôle aussi, parce qu'il faut des appareils de contrôle. Il faut pouvoir contrôler une batterie, savoir combien d'énergie vous en avez. Un petit exemple, par exemple, quand vous achetez une batterie 12 volts, on va dire une batterie qui fait 100 ampères-heure. Alors, 100 ampères-heure, ça veut rien dire, parce que elle peut faire 100 ampères, ok, mais sous quelles conditions? Alors, quand on dit souvent une batterie, souvent on va vous vendre une batterie, c'est souvent sur une décharge de 20 heures. Donc, vous voyez un petit calcul à faire. Je crois qu'il faut la décharger vers les dizaines d'ampères, je crois. Ouais, un peu moins que ça, je crois que c'est 5 ampères. En fait, il faut faire en sorte, je vous montrerai plus tard, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il faut faire en sorte de la décharger en 20 heures pour, au bout de ces 20 heures, que cette batterie vous restitue les 100 ampères qu'elle a réellement dedans. Si vous la déchargez en 10 heures, ben, elle ne va pas vous délivrer 100 ampères, elle va vous délivrer un peu moins, et etc. etc. Si vous la déchargez en 5 heures, ben là, elle fait plus 100 ampères la batterie, elle fait à peu près une soixantaine, voire 70 ampères. Alors ça s'appelle le coefficient de Peukert, qui est environ, c'est un coefficient qui est à 1,15 voire 1,25, ça dépend le type de batterie qu'on utilise. Et donc c'est pour ça aussi que c'est bien de dimensionner un parc plus gros, parce que moins vite on décharge une batterie, plus d'énergie elle en a. Par exemple, cette même batterie de 100 ampères-heure, on appelle ça 100 ampères-heure, mais en fait c'est en 20 heures de décharge, souvent. Souvent le constructeur, vous verrez, c'est souvent, entre parenthèses, ils vous mettent 20 heures. Donc c'est si vous la déchargez en 20 heures. Mais si vous la déchargez en 100 heures, alors là, elle fait plus de 100 ampères. Vous allez avoir quelque chose qui fait à peu près, je dis des chiffres à la volée, hein, entre 130 et 140 ampères.
Et oui, parce que vous allez la décharger moins vite. C'est un peu comme si je vous dis, tiens, fais-moi 10 km en courant. Quand tu vas arriver au bout, ben, tu vas avoir moins d'énergie que si tu vas en marchant. Tu vas mettre plus de temps en marchant, certes, mais quand tu vas y arriver, tu seras moins fatigué que si tu avais été en courant. Donc quelque part, tu as utilisé, tu as donné euh, pour parcourir la même distance, tu as réussi à utiliser moins d'énergie. Et une batterie, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il faut garder à l'esprit que quand on dit une batterie à décharge lente, ça ne veut pas dire qu'elle va se décharger lentement par rapport aux autres. Non, ça veut dire que c'est une batterie qui est faite pour la décharge lente. Et souvent, c'est des batteries, ce ne sont pas des batteries de voiture, ce sont des batteries avec des plaques de plomb qui sont un peu plus épaisses que d'autres et qui sont faites justement pour délivrer des courants moins forts, mais sur du long terme, où on peut la décharger plus profond. Alors qu'une batterie de voiture, elle a les plaques vachement plus fines, et justement, ces batteries-là, elles sont faites pour délivrer des forts courants pour votre démarreur de voiture, qui est souvent un gros consommateur, qui dépasse les 2,5 kg des fois, en kilowatts, hein. Donc là, on a besoin d'une batterie qui fait comme un gros condensateur, en fait, qui délivre un fort courant, mais par contre, qu'il faut la recharger tout de suite après, parce qu'elle ne va pas aimer d'être déchargée profondément. On va l'abîmer, cette batterie, parce qu'elle a les plaques très fines, le courant circule très fort là-dedans, et là, on ne peut pas dire que c'est des batteries à décharge lente. Donc on ne va pas utiliser ces batteries en solaire, par exemple. Parce qu'en solaire, nous, justement, on veut pouvoir les décharger entre 10, 20, 30, 40%, c'est déjà beaucoup pour ma part. Après, il y en a qui déchargent plus, hein, mais bon, les batteries ne durent pas longtemps. Voilà. Donc voilà ce que c'est que la batterie à décharge lente. Donc ça, je rentre un peu dans le détail de la batterie. C'est pour que vous gardez à l'esprit en fait que il faut vraiment bien dimensionner une batterie sur une installation solaire. Alors quand je dis une batterie, ça peut être un groupe de 10 batteries, comme j'ai moi par exemple. Moi j'ai 10 batteries de 130 ampères. C'est de la batterie gel en technologie gel, mais c'est du plomb. Donc c'est l'acide qui est gélifié si vous voulez. Et pareil, ces batteries-là, en fait, il faut faire attention à comment on les charge. Il faut les charger à 10% de leur capacité, par exemple. Par exemple, une batterie qui fait 130 ampères en 12 volts, ben, il faut la charger théoriquement avec 13 ampères. Il ne faut pas la charger trop fort. Le constructeur dit qu'on peut aller la charger un peu plus fort, mais il faut essayer de ne pas y aller, de rester un peu têtu et rester avec ce courant nominal. Voilà. Et pareil pour la décharge. La décharge, elles n'acceptent pas non plus des courants trop forts. Donc c'est pour ça que là, pour pouvoir décharger avec des courants forts, on peut le faire, mais à condition de surdimensionner encore une fois le pare-batterie pour diviser en fait le courant sur plusieurs batteries, ce qui fait qu'on décharge une batterie à un très faible courant. Et le parc total forme un fort courant que vous avez besoin chez vous. Voilà, donc ça, c'est la petite vidéo en fait qui va déjà vous aiguiller vers l'idée où il faut faire attention au dimensionnement. Voilà, il ne faut pas être trop juste. Il ne faut pas être juste à votre consommation, il faut être beaucoup plus. Il faut penser qu'il fait mauvais temps des fois. Et on n'a pas forcément envie de démarrer le groupe électrogène. On va éviter de le démarrer le groupe électrogène. Moi, pour vous donner un exemple, dans le sud ici, ça fait 4 ans qu'on a l'installation. Le groupe électrogène, je l'ai utilisé les 2 premières années, un petit peu au mois de décembre. Pourquoi? Parce que j'avais pas la place et j'avais pas encore beaucoup de panneaux solaires. Donc, je déchargeais dès qu'il faisait nuageux, on avait tendance à décharger un peu plus fort les batteries. Donc du coup, pour protéger ça, attention, on démarrait le groupe, on passait par l'onduleur qui fait aussi chargeur, et là on rechargeait les batteries. Là, ça fait 2 ans et demi maintenant là on a eu pourtant mauvais temps au mois de décembre, on a eu pour pas mal de nuages, mais on a réussi à tenir 5-6 jours en utilisation normale. Bon, c'est pas ces jours-là où on va faire des cycles de lave-linge par exemple, mais on a notre frigo qui a continué à fonctionner, notre ballon d'eau chaude qui fait 50 litres qui a continué à chauffer lentement l'eau pour avoir de l'eau chaude le soir, bien qu'on a un chauffe-eau instantané à gaz aussi en cas de problème. Et donc on n'a pas eu besoin de démarrer le groupe électrogène. On a réussi à passer le cap de 5-6 jours de mauvais temps, et enfin le soleil est revenu, et là on a déchargé, je crois, à moins 37%, une bêtise comme ça, au bout de 5-6 jours. C'est déjà pas mal. 5 jours, je crois. Donc ça, c'est l'astuce, en fait, c'est de bien dimensionner. Alors que
une autre personne en ayant la même consommation que nous, si ça se trouve, d'une journée. Au bout d'une journée, elle a ses batteries qui sont à moins 37%. Donc le lendemain, c'est une catastrophe. Ou passer la nuit même. Donc là, le groupe électrogène oblige. Donc si vous voulez éviter de devoir acheter de l'essence ou du diesel, ça dépend ce que vous utilisez comme groupe, et de à chaque fois, dès que vous avez un brin de nuage, de démarrer le groupe, ben, c'est pas la meilleure solution non plus. Ça marche, je dis pas que ça va pas marcher, mais ça va être un peu, c'est un inconfort ça. Vous avez, c'est quand même mieux d'avoir une autonomie plus forte et de ne pas avoir utilisé le groupe. Par contre, euh, ayez quand même un groupe électrogène sur votre installation. Si vous êtes en site isolé, que vous n'avez pas EDF, pensez à avoir une autre source d'énergie de groupe électrogène. D'ailleurs, on parlera de ce sujet. J'ai pas mal d'idées à partager là-dessus, avec de la récupération, et vous verrez qu'on peut faire des choses extraordinaires. Euh, mais on en parlera plus tard. Ça, je ne l'ai pas encore fabriqué, j'en ai pas besoin, mais je sais que ça peut marcher, en tout cas sur le papier. Mais on en parlera, et puis certains me donneront leurs avis aussi, et puis on échangera le sujet. Donc voilà, déjà, pour ceux qui veulent, qui visent déjà l'autonomie électrique avant toute chose, avant de parler de l'autonomie de l'eau, du forage et comment on achemine l'eau vers nos robinets, etc., etc., déjà, parlons d'énergie électrique, et vous verrez que c'est assez souple, assez accessible, et vous allez pouvoir faire des belles choses, surtout qu'aujourd'hui, on a pas mal par exemple, là, vous trouverez un panneau solaire de 500 watts sur certains sites, où je ne vais pas donner leur nom parce que je ne veux pas faire de pub ici, mais vous avez sûrement vu sur Internet, vous pouvez toucher le panneau entre 80 et 90 euros, quoi. Franchement, ça devient abordable, certains produits. Donc on arrive à avoir un peu d'électricité au milieu de nulle part, avec pas beaucoup de sous, quoi, finalement. Et c'est ça qui est génial. C'est quand même accessible, j'ai envie de dire. C'est devenu accessible. Donc il y a pas mal de possibilités pour beaucoup de personnes. Et ça, c'est génial. Pour moi, c'est génial. Donc voilà, après, c'est toujours pareil. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, ça dépend ce que vous consommez, hein. Il y a une personne qui va pas vouloir forcément laver son linge avec une machine à laver, il va préférer le laver à la main. D'autres personnes, moi je connais des gens, ils se servent pas du micro-ondes. Bon, nous on en a un, mais c'est vrai qu'on s'en sert très peu. Pas parce que ça consomme trop, parce que bah, on n'aime pas trop la nourriture du micro-ondes, je vous le dis honnêtement. Bon, là on rentre dans d'autres sujets, hein. Mais je veux dire, il y a des personnes qui font du café à l'ancienne avec au charbon, je sais pas, hein. Il y en a qui aiment bien. Il y a des modes de vie qui sont, dédiés à chacun. Alors vous remarquerez, dans cette vidéo, je n'ai pas forcément parlé de l'éclairage. Alors pourquoi je ne parle pas d'éclairage? Bah, tout simplement parce que l'éclairage, c'est tellement dérisoire en consommation. Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de beaucoup, beaucoup d'énergie pour éclairer une pièce de 20 mètres carrés, quoi. C'est, vous avez vu les LED, ça consomme que dalle, hein. C'est une ampoule de 5-6 watts, vous éclairez super bien une pièce déjà. Donc ça, c'est un sujet où on fera des vidéos là-dessus si vous voulez, mais l'éclairage est vraiment dérisoire. Après, voilà, qu'est-ce que vous aimez utiliser? Qu'est-ce que vous avez besoin le plus? Bon, en hiver, on veut se chauffer forcément. Bon, là, il y a plusieurs solutions. Alors, on peut utiliser de la clim, hein, de la climatisation. Bon, là, par contre, il faut une bonne installation solaire. Nous, c'est notre cas. On a la climatisation. On a aussi un chauffage au gasoil, quand on met un petit peu les chinastos, là. On n'a pas voulu de poêle à bois. C'est un choix. C'est un choix. On n'a pas voulu. C'est comme ça. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, c'est dommage et tout. Alors oui, bon, après, il faut aller couper le bois. C'est toujours pareil. Alors, on a un petit chauffage au gasoil, on a une clim, donc on mixe entre les deux. Par contre, en été, étant donné qu'on a énormément de soleil, ah bah là, je peux vous dire, je peux vous assurer que on a la clim réglée à 24 degrés de juin jusqu'à septembre et des fois début octobre, parce qu'il fait encore chaud dans le sud des fois. On a des journées à 27 degrés dehors, et bah, il fait un peu chaud. Voilà. Là, ça, c'est du confort plus plus. Mais c'est possible de le faire. Vous pouvez avoir la clim. Voilà. Alors, quand je dis vous pouvez avoir la clim, les gens de Bretagne ou du Schnorr, vous pourrez aussi avoir la clim, mais par contre, vous avez intérêt à mettre beaucoup de panneaux solaires, parce que ben, l'ensoleillement, il n'est pas pareil que chez nous. Nous, on est dans les Pyrénées-Orientales. C'est vrai qu'on a pas mal d'ensoleillement ici, beaucoup même.
Donc là-dessus, on a vraiment une très 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 bonne autonomie. On a beaucoup de soleil, on a 300 jours de soleil par an facile en moyenne, donc c'est quand même énorme. Donc on a beaucoup d'énergie solaire disponible. Voilà. Après, en électricité, c'est toujours pareil. Comme je vous ai dit, il y en a qui préfèrent faire le café au charbon, au gaz. Bah, nous, non, on a une cafetière. Voilà, on a une cafetière, on a une bouilloire. La machine à laver, on a une machine à laver. On a un frigo tout utile. Alors, c'est un frigo inverter. Alors, il est électronique. Alors, justement, pas de convertisseur quasi sinus. De toute façon, même les frigos qui ne sont pas électroniques, ils n'aiment pas trop parce que les moteurs ont du mal à démarrer avec les quasi sinus. Et ça, je l'ai remarqué plusieurs fois. Nous, on a un frigo inverter. Alors, ça veut dire qu'il est géré par une carte électronique et que le compresseur, il ralentit, il ralentit, il ralentit. À un moment donné, on l'entend, il tourne à très basse fréquence et il fait une trentaine de watts. Et pourtant, le frigo, il n'est pas petit. C'est un grand frigo. Donc, aujourd'hui, je vous dis, on arrive à avoir des appareils qui sont faibles en énergie. Bien que malheureusement, tout est un mode de consommation, les appareils ne durent pas aussi longtemps qu'avant. Mais on a quand même pas mal fait de progrès sur les consommations des appareils. Donc, quand vous achetez vos appareils, avant de vous lancer là-dedans, regardez un petit peu ce que vous achetez autour de vous. Essayez de regarder, par exemple, on a une télé qui fait 120 cm, elle consomme 60 watts. Voilà. Donc, essayez de voir ce que ça représente si vous la regardez 4 heures par jour, combien de wattheures ça fait par jour, etc. etc. Parce que souvent, on la regarde le soir, la télé, donc il fait nuit. Donc là, on va prendre dans les batteries. Donc, essayez de calculer combien de watts ou de kilowatts ça va vous consommer. Et ça va vous donner une idée déjà de quel parc batterie vous allez vous orienter. Essayez de faire le point sur tout ça. C'est facile à faire, vous n'avez pas besoin d'être électricien, mais vraiment pas. Pour ça, il suffit d'être un petit peu, d'avoir un peu fait de maths à l'école, comme un peu tout le monde, et vous allez comprendre tout de suite ce que vous allez avoir besoin en capacité. Et ne vous tombez pas dans le piège, c'est pas parce que vous allez consommer 2 kilowatts par jour qu'il vous faut 2 kilowatts de batterie, hein. Ah non, 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 hein. Il faut 3 fois, voire 4 fois ça. Facile, justement pour avoir une réserve, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour éviter de devoir démarrer le groupe, etc., etc. Et de trop décharger vos batteries aussi, parce que si vous les déchargez pas beaucoup, ben vous allongez clairement leur durée de vie, hein. Voilà. Alors je sais que dans les commentaires, il y en a qui me disent ouais, mais les batteries, le mieux c'est le lithium, nanana, ça fait beaucoup de cycles, etc., etc. Alors le lithium, moi je ne le préconise pas pour une installation en site isolé. Déjà, le lithium, c'est dépendant du BMS, Battery Management System, c'est-à-dire ces petites cartes électroniques qui surveillent toutes les cellules lithium. C'est capricieux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les charger quand il fait trop chaud, il ne faut pas les recharger quand il fait trop froid, il ne faut pas les charger à 100% parce qu'elles n'aiment pas le 100%. Bon, je ne veux pas cracher sur la batterie lithium, c'est une très bonne batterie le lithium, attention, hein, c'est très efficace. Moi, je suis content de la batterie lithium que j'ai dans mon téléphone portable, par exemple, ou dans mes visseuses, ou dans divers petits appareils, des lampes torches, c'est génial le lithium, c'est léger, ou dans un van, par exemple. C'est léger, c'est super. Mais il faut penser que c'est une batterie qui peut s'enflammer, c'est instable. Et alors, par contre, c'est vrai que sur le papier, elle écrase clairement le plomb par rapport au nombre de cycles qu'elle est capable de fournir. Mais il ne faut pas trop s'y fier parce que le problème du lithium, c'est qu'il a tendance à vieillir beaucoup plus vite que le plomb. Et que parfois même, on arrive à dépasser le temps, la vétusté de la batterie par rapport au nombre de cycles qu'elle aura effectué. Donc souvent, on va se retrouver avec une batterie lithium euh, qui est hors de service, alors qu'elle n'a pas atteint les nombres de cycles qui avaient pourtant été écrits sur le papier. Donc le lithium, j'en parlerai pas ici, c'est pas la batterie que je préfère, que j'utilise. En tout cas, voilà, moi j'ai choisi, mon choix c'est des batteries, alors là je suis en gel, si on les change on passera sur du AGM, alors parce que la AGM elle a un très bon rendement, pour moi elle va très bien. Alors on va me dire ouais ça vaut rien, on peut pas la décharger trop profond, mais moi c'est pas mon but de la décharger trop profond justement, parce que je vais dimensionner mon parc batterie et je sais que je vais rarement les décharger à plus de 20%, rarement, par rapport au calcul que j'ai fait, ça sera même beaucoup 20%. Donc et puis bon, elles sont plus abordables aussi. Donc on peut les faire durer au moins 15 ans, voire 20 ans si on fait attention. Après, on a les puristes qui, eux, vont nous dire ah ouais, mais oriente-toi plus vers la batterie tubulaire de Volt. Alors, elle est très chère.
elle prend beaucoup de place et c'est une batterie à entretien. Alors il y a la même en batterie gel aussi, elle est encore beaucoup plus chère, elle prend autant de place et puis c'est hors de prix, quoi. Après voilà, c'est des batteries qui peuvent dépasser les 30 ans. C'est un choix. Donc nous, on reste un peu plus raisonnable. On a choisi la batterie à plaque plane, des monoblocs 12 volts, qu'on met en série en parallèle pour former un gros parc batterie. Et on reste sur ce type de batterie. Voilà, qui nous vont parfaitement. On a budgété ça. Si on les change tous les 10 ans, on est largement euh, on est tranquille par rapport au budget d'un parc batterie comme ça. Donc franchement, c'est notre choix. Après, moi, je vous impose pas ces batteries-là. Si vous voulez installer de la lithium, faites. Ça vous regarde. Il n'y a aucun souci. Mais attention comment vous allez les paramétrer. Il y a pas mal de choses à respecter. Mais gardez à l'esprit que vous n'allez pas forcément être meilleur qu'un autre. Ça dépend de votre utilisation. C'est toujours pareil. Et ceux qui veulent les batteries à entretien en tubulaire, c'est ce qu'il y a le plus fréquent d'ailleurs sur une installation solaire, en site isolé. On en voit beaucoup. Mais bon, il faut garder à l'esprit que c'est des batteries qu'il va falloir être un peu technicien. Il va falloir. Moi, je pourrais, mais si vous voulez, dans le local que j'ai clairement pas la place. Et je veux pas de dégagement d'hydrogène. C'est un choix personnel. Je veux pas de gaz inflammable dans mon local. Pour la bonne et simple raison qu'on est en campagne, que les incendies en été, c'est quand même assez fréquent et qu'on ne veut pas se mettre en danger par rapport à ça. Donc, je préfère de la batterie VRLA, donc la batterie qui est, ça veut dire Valve Regulated Lead Acid. En fait, c'est des batteries étanches avec des soupapes de sécurité qui libèrent parfois du gaz si on surcharge la batterie. Mais si on a bien réglé un chargeur, on ne surchargera pas, donc on ne dégagera pas de gaz. Donc c'est assez rare. Voilà. Donc j'ai fait le tour de ça. Donc l'intitulé de cette vidéo, en fait, c'est le dimensionnement d'une installation solaire. Voilà. Gardez à l'esprit qu'il faut toujours surdimensionner une installation. Et que ce soit au niveau des panneaux, que ce soit au niveau des batteries, mais aussi des appareils électroniques, c'est-à-dire de l'onduleur et des régulateurs de charge. Parce que plus vous allez mettre quelque chose de puissant et de gros, et vous n'allez pas l'exploiter, bah, il va vous durer beaucoup plus longtemps. Forcément, parce que vous n'allez pas le faire chauffer, il n'y aura pas d'emballement thermique, etc., etc. Et après, toutes les données techniques sont normalement bien illustrées et bien élaborées dans un appareil que vous allez acheter, surtout pour la marque que j'utilise. Vous verrez dans les prochaines vidéos ce que j'utilise moi. Il y en a qui savent déjà, qui se doutent. Si je leur dis BMW 700, déjà le contrôleur de batterie, ils vont savoir ce que c'est comme marque, donc j'en dis pas plus. Mais gardez à l'esprit qu'il faut bien se référer à la documentation technique et qu'il faut l'utiliser pour bien paramétrer votre système. Vous ne pourrez pas brancher un système tout fait, il ne sera pas forcément bien réglé par rapport à votre installation. Donc il faut garder à l'esprit qu'il faut apporter des réglages. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. C'est bien expliqué normalement. On n'a pas, encore une fois, je vous le dis, vous n'avez pas besoin d'être électricien pour ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous visionnez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine, où on approfondira le sujet. On parlera bah, déjà, on essaiera de schématiser un petit peu ça, comment on câble les batteries aussi. Il y a plusieurs façons de les câbler, mais il y a des règles à respecter. Il y a le courant, il faut l'équilibrer. Je vous expliquerai tout ça. Bon, il y en a qui savent déjà, mais ceux qui ne savent pas, au moins déjà, ça va apporter plus d'infos. Ils ne feront pas de bêtises comme ça, et puis ils vont allonger leur durée de vie de batterie aussi, parce que le câblage est très important. On peut détruire une batterie, un groupe de batteries parce qu'on les a mal câblés. Oui, oui. Donc ça on verra ça plus tard. Et puis, quand on aura élaboré ce sujet, on parlera un petit peu de l'eau, d'un forage, quelle pompe j'utilise, pourquoi je l'utilise, quel type de pompe, et je vous montrerai un peu tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt.